Bonjour et bienvenue pour cette interview, la première d'une longue série qui va être orientée sur le développement personnel et le business. Donc, je suis Pierre Leju, coach et directeur du centre de formation INSEM, INCEM. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir un invité exceptionnel, Philippe Bloch. Bonjour Philippe. Bonjour Pierre. Alors, Philippe Bloch, fondateur des Columbus Café, intervenant sur BFM Business, animateur de l'émission Impact PME sur BFM Business, chroniqueur au magazine Entreprise puis l'Écho, membre du jury sur M6 pour l'émission L'Inventeur 2012, conférencier international, auteur. Quel parcours! Quel parcours! Et Ouais, on, une vie de slasher, oui, absolument. on se demande bien qu'est-ce que ce sera la suite, peut-être la présidentielle dans 5 mois? Oh non, tout sauf ça. Bon, Pas de en tout politique entre nous. Bon, super. Peut-être il y a des personnes qui vous connaissent, bien sûr. Il y a aussi des personnes peut-être qui ne vous connaissent pas, donc ça va être une super découverte pour elles. Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots et puis nous expliquer un petit peu votre parcours, hein, votre évolution, et puis nous dire qui est Philippe Bloch aujourd'hui en 2021? Alors, même moi, j'ai un peu de mal parfois à me raconter. Non, en fait, je dis parcours de slasher, en fait, parcours de quelqu'un qui a eu de la chance parce que depuis que je bosse, finalement, ça il y a très longtemps, j'ai toujours en fait quasiment deux vies en parallèle. Non pas deux vies secrètes, mais deux vies en parallèle. Pour faire très court, parcours classique, école de commerce, et sec, il y a tellement longtemps que je n'ose même plus le rappeler. Début aux États-Unis, une chance d'ailleurs à l'époque, on pouvait, vous savez, vous êtes trop jeune pour vous en souvenir, mais on devait faire son service militaire quand j'étais jeune. Et on pouvait aussi éventuellement le remplacer par ce qu'on appelait la coopération. Donc, j'ai fait 2 ans aux États-Unis à l'ambassade de France à New York, ce qui était juste passionnant parce que c'était une époque où on voyageait peut-être pas comme ça d'un coup d'avion à 25 euros au bout du monde avec EasyJet et Ryanair. Et donc, de découvrir une autre culture, évidemment, c'est ça qui a influencé beaucoup mon parcours. Première expérience de salarié, la seule d'ailleurs de ma vie professionnelle, 3 ans à l'Expansion, un magazine qui était là aussi, j'en parle avec un peu de regret parce que c'était le leader de la presse économique française pendant 50 ans, qui n'a pas su se réinventer malheureusement, qui est mort. Donc j'étais en fait éditeur du magazine, donc très jeune, j'ai eu un job assez sympa et passionnant. Mais le vrai tournant pour moi, ça a été en fait un énervement en fait. Je trouvais que les Français n'étaient, à l'époque en tout cas, ni très souriants ni très serviables quand j'étais client. C'était pas, c'est la culture du service n'a jamais été l'élément dominant de la France. Et du coup, j'ai fait un bouquin un peu magique, en fait, comme parfois on a des miracles dans sa vie. Il y a des films qui, Bienvenue chez les Ch'tis, c'est une fois dans sa vie. Service compris, qui était mon premier bouquin, c'était une fois dans ma vie aussi, qui a déclenché en fait un mouvement incroyable en France sur le. Enfin, on comprenait que le client était le gars qui paye nos salaires à la fin du mois. C'était aussi con que ça, mais de le raconter en fait de manière très concrète, avec beaucoup d'exemples et de très belles rencontres avec de très grands entrepreneurs, a fait un carton d'un bouquin à 500 000 exemplaires, ce qui était vraiment jamais arrivé sur des bouquins de cette nature. Et puis donc très vite en fait naît l'envie de me dire, mais au fond, est-ce que t'as pas envie d'être un peu. J'avais jamais, en fait, pour être sincère, on me pose souvent la question d'ailleurs, est-ce que j'ai eu envie de créer une entreprise avant? Pas du tout. J'étais pas du tout destiné à rien d'ailleurs. Je savais pas très bien vers quoi allaient m'amener mes intuitions. Et en fait, ce livre a été le déclencheur d'une première entreprise en fait. À partir de là, j'ai été toute ma vie entrepreneur. Et là, pour faire très court, plusieurs étapes. Première boîte qui exploitait un peu le bouquin sous forme de conseils, formation, édition. On a créé une newsletter, on fait plein de choses, des conférences, bien sûr. Et puis d'autres bouquins, un bouquin sur le thème du changement, Dinosaures et caméléons, un bouquin sur. Non, après le bouquin, après c'était Columbus. Et puis en 93, effectivement, je trouve aux États-Unis une petite révolution sur un marché que la France connaissait bien, qui est le marché des cafés, qui s'appelait Starbucks, qui avait repris plutôt le concept italien du café que le concept français, façon alcool, ricard, pastis et fumeurs de clopes, et qui a réinventé des lieux où on était censé passer un bon moment. J'avais raté en fait le business de la livraison de pizza à domicile dans les années 80 et je me suis dit je ne vais pas rater celle du café et pour craquer le marché du café en 93. Du coup, je me suis lancé dans l'aventure Columbus Café avec une ambition immense qui était non pas de devenir le leader des espresso bars français, ce qu'au fond la chaîne est devenue depuis d'ailleurs bizarrement. Aujourd'hui, il y a plus de Columbus que de Starbucks en France. Même si on les voit moins à Paris en tout cas, mais ils sont très présents en province. Mais surtout, dans mon ambition, c'était de faire passer chaque jour à chacun de nos clients les 15 meilleures minutes de leur journée, ce qui est tout à fait en avance versus 25 ans plus tard, la quête de sens personnel et professionnel de toutes les entreprises. On ne parlait pas de why à l'époque, on ne parlait pas de Simon Sinek, on parlait juste à l'époque de business. Mais moi, j'ai toujours pensé que si on ne prenait pas du plaisir et qu'on n'expliquait pas aux gens où ils voulaient venir avec vous, on n'allait pas être très loin en fait. Donc du coup, ça a donné Columbus 94 lancement. 10 ans passionnément difficiles, d'échecs au début, de rebonds, de conquêtes, etc., jusqu'en 2004. 2004, j'ai écrit un bouquin sur l'histoire de Columbus pour raconter l'histoire de l'entrepreneuriat dans la difficulté,
qui est un bouquin magique parce qu'il a donné envie à plein de gens d'entreprendre malgré mes emmerdes. Donc, c'était juste génial. Et puis, 2004, je suis obligé de changer de vie et je m'en cache absolument pas parce qu'on a porté ce projet de manière, je crois, courageuse dans l'adversité. Et malheureusement, quand j'ai dû me diluer pour faire entrer des investisseurs, j'ai perdu ma boîte, comme ça arrive parfois quand on perd le contrôle capitalistique. Et là, je me suis réinventé de manière moins entrepreneuriale. C'est-à-dire, j'ai gardé une structure, j'ai créé une structure aussi, mais du coup, je dirais que pour faire court maintenant sur les 15 dernières années, du coup, ma vie a été faite à la fois effectivement de 5 bouquins sur l'optimisme, l'expérience client, l'innovation, les startups, la crise du Covid, etc. Énormément d'interventions publiques sous forme de conférences, énormément d'animation d'événements, parce qu'effectivement, on peut se tutoyer, hein, tu as cité en fait, tu as cité BFM Business, où j'ai passé 18 ans maintenant, 17 ans, 15 ans sur une émission hebdomadaire qui s'appelait l'entreprise BFM, qui était en fait une émission destinée à donner envie d'entreprendre, que j'ai adoré faire, parce qu'elle a révélé des tonnes de gens qu'aujourd'hui tout le monde connaît, etc. C'était absolument génial. Et puis effectivement, des émissions de télé. En ce moment, il y a Connect ta boîte, qui est une émission qui est consacrée au numérique, dont la prochaine saison, on la sort dans quelques jours. Et puis, quelques investissements dans des startups. Donc voilà, tu vois, en gros, moins entrepreneurial, mais plutôt accompagnement d'entrepreneurs depuis 15 ans. Et puis un peu passeur de conviction, on va dire ça comme ça, voilà. J'étais trop long, je m'en excuse, mais là, je résume 30 ans quand même. Donc, j'ai fait mon mieux. Ouais, bon, en tout cas, on voit une vie bien remplie, plein de projets, c'est super. En tout cas, on voit que tu es un entrepreneur dans l'âme. Et du coup, bah, moi, ça m'amène à te poser la question. Voilà, toi qui as vécu l'entrepreneuriat à multiples reprises, c'est quoi pour toi un entrepreneur en 2021? Et qu'est-ce qui va faire la différence entre un entrepreneur qui va vivoter et puis un autre qui va exceller? Alors, je ne sais pas si ça a à ce point évolué versus mes années de début. Il y a quand même effectivement des caractéristiques du moment qui sont un petit peu différentes. Mais globalement, l'entrepreneur, alors, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui vit ses rêves d'abord, qui n'écoute pas l'abruti qui lui explique que dès qu'il a un projet, ça ne marchera jamais. C'est la première chose. C'est le type qui n'écoute que son intuition, son rêve, et qui est capable globalement de penser suffisamment grand pour éviter les connards qui vont lui dissuader d'avoir du courage. Donc c'est un truc qui n'est pas facile, parce qu'on est très influencé par son milieu personnel, professionnel, sa famille, son épouse quand on en a une, ou son époux quand on en a un, etc. Donc c'est extrêmement compliqué. C'est quelqu'un qui est d'abord très impatient. Moi, tu me verrais dans un bus, je suis complètement hystérique parce que je dépends des autres. C'est quelqu'un qui n'aime dépendre de personne. C'est juste un truc terrible. Parce que devoir attendre d'un. Tu sais, quand je me retrouve, l'autre jour, j'étais assis, j'ai une manie absolument, c'est que je fais toujours en sorte d'essayer d'être au premier rang de l'avion pour sortir plus vite. L'autre jour, ils ont ouvert par l'arrière. J'étais hystérique parce que je devais dépendre de tout un avion qui a enlevé son bagage. Je me rendais dingue. Donc, ça, c'est pas un truc d'entrepreneur, mais j'observe quand même que les entrepreneurs sont impatients et qu'ils sont des gens indépendants. Alors, on n'est jamais libre, mais on est indépendant. Donc, c'est quelqu'un qui fait le choix, une forme de courage, une capacité à prendre des risques, je crois une capacité à suivre ses intuitions. Tu sais, on parle beaucoup en fait de la montée des soft skills dans les entreprises versus les hard skills, les compétences techniques versus humaines. Je crois que de toute façon, l'entrepreneur, il a parfois des hard skills, des compétences techniques, mais il a surtout des soft skills. Il a de l'intuition, il a la capacité, en fait, il a du charisme, il faut qu'il en ait, sinon il ne va pas très loin. Surtout, il n'emmène personne. Il a de la ténacité. Je crois qu'il y a une qualité reconnue, évidente des entrepreneurs, c'est qu'ils n'abandonnent jamais leurs rêves. Et il faut le faire. Il faut vraiment que, tu sais, à un moment, souvent, moi, j'ai souvent vu des entrepreneurs en me disant, est-ce qu'il faut que j'arrête? J'écoute, je ne sais pas. Mais si tu as une lumière intérieure qui te dit, bon, ça y est, c'est cuit, arrête, c'est pas grave, tu feras d'autres choses. Et c'est là peut-être qu'il y a une nouveauté par rapport aux entrepreneurs d'aujourd'hui versus les précédents. C'est que l'entrepreneur d'aujourd'hui, le jeune entrepreneur, celui issu de la génération millennials et les suivantes, il n'a pas peur d'échouer. Nous, on était obsédés par l'échec. Enfin, et créer une boîte et la planter, c'était la fin de la carrière d'entrepreneur. Aujourd'hui, heureusement, tout ça est fini. C'est même aujourd'hui plutôt sympa de se dire j'ai essayé, ça n'a pas marché, mais voilà tout ce que j'ai appris. Et en général, on ne va même pas proposer son talent à quelqu'un d'autre parce qu'on va recommencer comme un couillon qu'on est. Donc, quelque part, je crois qu'ils acceptent l'échec et ça, c'est une dimension très nouvelle en France. Formidable. C'est sans doute ce qui explique qu'aujourd'hui, il y a autant d'esprit entrepreneurial en France comme il n'y en a jamais eu. Moi, depuis que je bosse, ce que je peux te dire, c'est que je n'ai jamais vu un tel engouement pour l'entrepreneuriat. Et c'est sans doute justement lié à cette capacité nouvelle des nouvelles générations de se dire, c'est juste pas grave, j'ai vécu mon rêve et il n'y a pas d'échec finalement. Il n'y a que le couillon qui n'a pas essayé, qui n'est pas allé au bout de son rêve. Et la clé au final de tout ça, c'est le point commun, à mon avis, du succès entre ceux d'avant, ceux d'aujourd'hui, ceux de demain, c'est de penser très grand. Enfin, tu sais, je suis un maniaco-dépressif de l'adjectif petit, contre lequel je me bats tous les matins pour dire arrêtez de dire petit tout le temps, les gars. Parce que quelqu'un qui dit petit doit penser petit, quelqu'un qui pense petit a des rêves tellement rikiki
que la réalité sera toujours plus puissante et compliquée que ses rêves et surmontera pas les obstacles. Donc voilà, je t'ai fait un portrait très caricatural de l'entrepreneur, mais je crois que je ne suis pas très loin de la vérité par rapport à tous ceux que j'ai rencontrés, en fait. Ouais, c'est super intéressant. Tu dis quelque chose de très juste qu'on oublie souvent. Enfin, moi, pour l'avoir vécu aussi, c'est que je me suis dit, voilà, salarié, ça me convient pas parce que ça m'oppresse et c'est déprimant au possible pour moi et je peux pas dire amen à des conneries. Et il y a un truc que tu as dit, c'est libre. Enfin, c'est comment tu as dit? Enfin, en gros, On est pas libre, mais on est indépendant. voilà, on est libre, mais on est indépendant et on pense souvent que l'entrepreneuriat, c'est de la liberté totale, que Pas du tout va tout. être rose parce qu'on est son propre patron, mais on se rend compte qu'il y a plein de difficultés autres à côté. Et oui, Et parce qu'on n'a pas de patron, mais on a des clients, on n'a pas de patron, on a des investisseurs, on a des banquiers, on a un entourage, on a tout ça. Donc, mais on est indépendant au sens, tu sais, moi, je n'ai jamais reproché à quiconque le fait de m'être fait virer par mes investisseurs. Parce que j'ai choisi de créer une boîte. Je n'ai pas été foutu, quand même, reconnaissons la vérité, je n'ai pas été foutu de développer cette entreprise seule, sans l'argent des autres, avant de la rendre rentable. Donc, j'ai eu besoin de l'argent des autres. À un moment qui plus est, je ne veux pas le rappeler, mais c'était 2000, quand on a fait rentrer l'investisseur. C'est en plein boom de l'économie Internet où personne ne venait sur des business aussi ringards que le café. Enfin, Starbucks n'est arrivé en France que 10 ans après notre entrée en France. Donc, personne, tant qu'on n'a pas, tu sais, tant qu'on est seul sur un marché, on vous prend pour un fou. Puis le jour où le leader mondial arrive sur ton marché, tu es le mec visionnaire qui a vu tout le monde avant le truc avant les autres. Finalement, j'ai été ni fou ni visionnaire, mais simplement le timing est fait que je n'ai pas du coup, à cause de notre premier échec initial, c'était trop tôt. C'est aussi un message que j'indique aux entrepreneurs qui nous écoutent, c'est que le timing est un élément absolument clé de l'innovation. Trop tôt, c'est trop tôt, trop tard, c'est trop tard, et on est très vite dépassé par des gens, même quand on ouvre un marché, qui ont plus de moyens que vous, ce qui a été finalement le cas un peu de Starbucks quand ils sont arrivés. Donc du coup, effectivement, je n'ai jamais rien reproché à personne de cet échec du fond de la société que j'ai dû quitter malgré moi, bien qu'en restant actionnaire aujourd'hui d'une belle boîte et je suis des meilleurs rapports avec les gens qui la dirigent aujourd'hui, qui ne sont pas tous les mêmes. Mais je crois que tu sais, on choisit sa vie, on choisit ses combats. Et il y a une phrase que j'adore et qu'il faut que chaque entrepreneur ait en tête et chaque personne qui tente quoi que ce soit ait en tête, c'est que le meilleur moyen de rater son échec, c'est de l'attribuer aux autres, en fait. Donc, et l'entrepreneur, il n'a pas du tout cette qualité, ce défaut-là. Ou alors c'est un mauvais entrepreneur, je pense. C'est pour être un bon entrepreneur, il faut accepter de se planter et que tu es le seul responsable de tes choix. Ça simplifie vachement bien la vie, en fait. ouais, il y a ça. Et puis moi, il y a une petite phrase qui a résonné parce que j'ai eu la chance de le voir aussi en conférence. C'est cette manie qu'on a en France de d'y prendre des risques, alors qu'aux Ouais. États-Unis, dans les pays anglo-saxons, ils disent take a chance. Et je Take a pense que ça chance. fait vraiment toute la différence dans l'état d'esprit. C'est exactement ce que tu dis. C'est qu'il n'y a pas d'échec en fin de compte, il n'y a que du feedback. Et le seul échec, c'est celui où on ne réfléchit pas dessus. En fait, on se dit c'est les autres et qu'on ne fait pas la rétrospective de qu'est-ce qu'on a fait, où est-ce qu'on a merdé, où est-ce qu'on aurait pu améliorer les choses. C'est ça. Bien sûr, take a chance, saisir sa chance, un coup comme. Ouais. Il y a peut-être des gars qui ne parlent pas anglais qui nous écoutent. J'espère que Oui, c'est non. vrai. J'espère que non. Je pense que non. Sinon, ils ne te suivraient pas. On va accuser personne. Non, surtout pas. Bon, en tout cas, toi, comment est-ce que tu expliques ton succès à toi? Parce que se faire mettre, entre guillemets, hein, c'est toi qui le disais, se faire mettre à la porte de sa propre boîte, il y en a beaucoup, je pense, qui se seraient tiré une balle ou qui n'auraient pas voulu continuer derrière. Comment, toi, est-ce que tu expliques le fait que tu as, rebondi derrière et puis que t'as fait tout ça? Tu as écrit des bouquins, tu as remonté tes sociétés, tu es intervenant, tu es conférencier, tu as également fait du consulting sûrement pour d'autres entrepreneurs, d'autres entreprises. Comment tu expliques ça? La passion. Tout le monde me prend pour un fou parce que quand je dis que je bosse 7 jours sur 7, 365 jours par an depuis que j'ai commencé à bosser, sans ressentir de fatigue. Non, mais je déconne pas parce que quand je dis la passion, parce que au fond, j'avais aussi raconté ça, je crois, le soir où on s'est rencontrés, mais tu sais que chez Columbus, quand on est passé aux 35 heures, il y avait 2-3 baristas sur une centaine à l'époque qui se disaient fatigués en 35 heures. Donc, vu que c'est techniquement impossible d'être fatigué en 35 heures, sauf effectivement il y a 550 ans dans une usine pendant Zola, Germinal, dans les mines, oui, je comprends. Mais enfin, même dans un café à servir des espresso bars à 22 ans, on n'est pas fatigué en 35 heures. Mais les trois qui étaient fatigués, c'était les trois que je n'avais pas su manager, emmener dans le rêve, emmener dans le projet, leur expliquer qu'ils ne faisaient pas du café, mais qui rendaient les gens un peu plus heureux le matin quand ils arrivaient déprimés dans le magasin et qu'ils en ressortaient un peu plus souriants, un peu plus heureux. Et à cela, j'ai compris qu'en fait, que parce que je n'avais pas su leur faire partager un rêve commun autour de valeurs très fortes, qui étaient quand même customer-centriques, comme on dit aujourd'hui, eh ben, ils étaient crevés parce qu'ils s'emmerdaient dans ma boîte. Et que, en fait, l'ennui use n'importe qui, mais la passion n'a jamais fatigué personne. Donc, si tu veux, moi, dès que c'est arrivé, et tu as raison de dire, j'aurais très bien pu, tu sais, je vais te raconter une anecdote un peu plus personnelle, mais quand ça a été très sauvage. Enfin, mon associé et l'investisseur que j'ai fait rentrer, au cours d'un assemblée générale, me disent, bon, ben écoute, on te révoque.
et on a changé les clés du bureau. C'est pas peine de revenir. J'avais rien fait, hein, absolument rien, si ce n'est qu'il y avait eu un clash majeur, mais que c'était le type de culture de ces gens-là. Je suis arrivé, je me suis garé à 150 mètres de chez moi. Je me suis dit comment je vais annoncer à mon épouse que les 10 ans que je viens de consacrer à ma boîte plutôt qu'à elle et à notre famille, ils s'achèvent ce soir. Pas un truc facile, tu vois. Alors, je me suis rappelé, c'était un film dans lequel il y avait je ne sais plus quel acteur, Tim Seed, je crois, qui avait ce problème de licenciement. Il arrivait, il tuait tout le monde. C'était un tueur en série parce qu'il tue toute sa famille, etc. J'ai évidemment pas envisagé ça, mais je pense qu'il y a deux attitudes face à ce genre de choc brutal qui t'arrive dans la vie et que moi, n'étant jamais salarié, j'ai jamais été viré de ma vie. J'ai été viré comme entrepreneur. C'est la même chose, hein, globalement. C'est que tu ne décides plus à un moment de ton sort. C'est bien la preuve qu'on n'est pas non plus tout le temps libre et indépendant, comme je l'évoquais. Mais en fait, il y a deux façons de vivre ta vie. C'est que soit tu vas ressasser tout ça pendant des mois, tu vas devenir alcoolique, méchant, etc. Soit tu te dis, la prochaine aventure, c'est tellement la plus belle. Et je te jure, personne ne me croit. Mais ça a pris 15 jours. En 15 jours, après avoir bien dormi, parce que je bossais comme une brute, là pour le coup, j'ai rien foutu pendant 15 jours. Et au bout de 15 jours, je me suis dit, what's next? Et quel est le truc où je vais m'éclater? Ben, ça suffit, c'est tout. C'est juste une espèce de posture dans la vie qui te donne en permanence envie d'un demain meilleur qu'hier et un refus de la nostalgie. Parce que le pire, c'est quand même la nostalgie. Tu sais, il y a une phrase de Coluche que j'adore que j'ai mis dans un de mes bouquins qui est vivement demain pour que tout redevienne comme hier. C'est du bon Coluche, mais c'est pas du tout ma philosophie. Non, je crois que la clé de tout pour moi, c'est que j'ai toujours pris du plaisir à tout ce que j'ai fait. Tu vois, on m'interroge souvent, est-ce que je prends encore du plaisir à intervenir 3500 conférences plus tard? Évidemment, sinon jamais j'accepterais de continuer à me balader, à reprendre le TGV de 6 heures du matin dans l'hôtel Ibis pour rentrer d'un truc la veille au soir, etc. Non, être passionné par ce qu'on fait, c'est la clé de tout. Ouais, donc si j'ai bien compris, moi il y a une petite phrase que j'aime bien, c'est où va ton regard, va ton énergie, ce qui implique d'avoir du coup la bonne vision, que ça vibre bien avec tes valeurs. Et puis comme tu dis, je pense que c'est vraiment quand on arrête de prendre du plaisir dans son travail qu'on prend le mauvais chemin et qu'on prend les mauvais choix. Donc Ouais. vraiment de remettre aussi le plaisir au cœur du travail, parce que si on tire la gueule au boulot, je pense qu'on ne tire pas Bien sûr. grand-chose, on tire pas grand-chose de tout ça. Ouais. En Et tout alors, cas, j'ajoute, Pierre, juste un truc quand même, qui est quand même une de mes chances, en fait, c'est que quelqu'un me demandait l'autre jour, est-ce que tu fais partie d'associations, de trucs pour le bien, faire du bonheur autour de toi? J'ai dit aucune. On doit se dire, ce type est un abruti, égoïste, etc. Et en fait, ma réponse, et je pense qu'elle est vraiment sincère, c'est que ça fait 30 ans qu'à travers à la fois tous mes bouquins et toutes mes conférences, j'ai un peu tenté de partager des convictions qui ont parfois fait du bien à des gens. Et tu vois, je pourrais multiplier les exemples de gens. J'en ai encore vu l'autre soir, j'étais à Paris il y a 2 jours d'ailleurs, sur un truc pour l'Institut du Bon Temps des entreprises. Et il y a 3 personnes qui sont venues me voir pour me dire, j'ai créé ma boîte quand vous avez écrit votre bouquin Bienheureux les fêlés, qui était l'histoire de Columbus Café, qui m'a donné envie d'entreprendre parce que j'ai compris que malgré tous les emmerdes qui vous sont tombés sur la gueule, vous avez à chaque fois retrouvé cette espèce d'énergie, que vous évoquiez effectivement vos erreurs, etc. Ça m'a fait du bien. Quand je reçois des messages de jeunes, je dis des gamins de 15 ans ou de 14 ans qui me disent j'ai lu votre livre, tout va mal, je vais bien, on ne me dit plus jamais bon courage, et j'étais un peu dans le mou comme ça, j'ai envie de rien, vous m'avez redonné la pêche. C'est une merveille dans la vie de se dire que quand on prend un papier, enfin on ne prend plus de papier maintenant, mais quand on écrit un bouquin, on ne sait pas où ça nous emmène, mais ça peut changer des vies en fait. Et ça, c'est juste génial. Donc quelque part, j'ai cette chance immense d'avoir trouvé ce bonheur en fait de partage de convictions. Tout le monde n'a pas ça. Et c'est un truc, alors on fait le bien autrement, hein, mais c'est vachement sympa. Et ça te donne une énergie de dingue en fait. ouais, et c'est vrai. Et puis, je te rejoins sur ce point-là. On s'attache souvent au côté matériel ou à donner quelque chose, mais moi, je pense que c'est très bien. Mais ce qui a le plus d'impact, c'est une idée, parce qu'une idée, une fois qu'elle est adhérée, elle est indéboulonnable et elle permet de soulever des montagnes. Donc, c'est une petite graine que la personne, après, choisit d'auto-alimenter elle-même, et c'est ça qui fait une grosse différence. Bon, en tout cas, tu as compris que moi, j'aime bien aller chercher les secrets, les trucs et astuces des personnes qui excellent. Je crains le pire. Je crains le pire. Vas-y. Ça va bien se passer, t'inquiète pas. Mais Ouais, voilà, si tu devais en 3 phrases donner 3 règles d'or, du coup, pour synthétiser un peu tout ce que tu as dit à une personne qui a déjà créé son entreprise ou qui va lancer son entreprise, ce serait quoi? bah, je te les ai déjà quasiment données. La première, c'est ne jamais écouter ceux qui vont t'en dissuader. Jamais. Jamais, jamais, jamais. La deuxième, c'est d'aller au bout, d'avoir un rêve qui dépasse l'imagination. C'est un truc tellement impossible. Il faut viser un truc impossible. Parce que de toute façon, ce sera largement pire, plus compliqué, plus long, plus coûteux que tous tes pires cauchemars. Donc, si tu as ça en tête, après que tu as avec des bonnes nouvelles, globalement. Et la troisième, c'est de ne jamais abandonner tant que ta petite lumière intérieure continue à briller.
Et elle brille très, très, très longtemps, mais très, très, très longtemps. Parce qu'on s'aperçoit d'un truc, c'est quand on n'a plus un rond, ce qui arrive aux entrepreneurs qui abandonnent trop vite ou qui sont plantés au début, ce qui m'est arrivé au début, on a juste fait une erreur d'emplacement pour le magasin et de timing, point final. Bon, c'est pas très grave, mais ça peut planter une boîte, ça a failli nous faire mourir. Mais simplement, il se passe un truc génial à ne jamais oublier, c'est que lorsqu'on n'a plus d'argent, l'imagination reprend le pouvoir. Ouais. À partir de là, il y a de nouveau plus de limites et on refait un saut et après ça, on se retourne et finalement, c'était que dalle la difficulté d'avant. Donc, je peux sauter 12 murs qui sont chaque fois un peu plus hauts, mais c'est l'histoire de toutes les entreprises. Ouais. Tu sais, moi, j'ai pendant 15 ans sur BFM Business, c'est peut-être aussi une façon de convaincre ceux qui n'ont pas encore entrepris d'y aller. J'ai souvent demandé à des très grands entrepreneurs, tous les noms les plus connus que tu connais du business, est-ce que vous avez un regret? Le seul qu'ils m'ont quasiment tous donné en même temps, c'est oui, ne pas l'avoir fait plus tôt. Ça Ce tombe qui est bien, formidable. c'est la question que j'allais te poser. Et toi, est-ce que tu as eu des regrets aussi? Ouais, j'en ai eu un peu rétroactivement. C'est de faire l'erreur la seule erreur, je ne donne jamais de conseils à personne. Tu me disais, je fais du conseil, je n'ai jamais fait de consulting, sauf les 3 premières années, il y a 30 ans, sur Service Compris, mon premier bouquin d'un an. Je déteste donner des conseils. En revanche, il y a un conseil que je donne par expérience personnelle, et je ne suis pas sûr que ce soit un bon conseil, mais c'est ce que j'ai vécu moi, je voudrais l'éviter aux autres, c'est de ne jamais s'associer à 50-50 avec qui que ce soit. C'est ça mon seul regret dans la vie, c'est celui-là. Parce que du coup, je me suis aperçu trop tardivement que moi qui suis un Français, liberté, égalité, fraternité, il n'y a pas d'égalité dans le monde des entrepreneurs. Et quand tu grandis différemment, que tu t'associes à quelqu'un qui au début te semble être le bon partenaire à 50-50 et qu'il ne l'est pas et que les différences s'accentuent au fil des années, à ce moment-là, tu commences à faire des trucs, tu vis des trucs terribles de jalousie, de mesquinerie, de conneries qui rendent ta vie impossible et qui, ton rêve d'entreprendre devient un cauchemar d'associé et à ce moment-là, ça devient extrêmement compliqué. Donc ça, mon seul regret, c'est celui-là. Ouais. Autrement, j'ai pour habitude de jamais rien regretter parce qu'on perd trop d'énergie au lieu de construire la suite. Donc, j'aurais pu regretter de me dire que d'avoir, tu vois, j'ai investi 200 000 euros 15 jours avant de me faire virer parce qu'il y avait une augmentation de capital dans la boîte pour ne pas me diluer davantage. 15 jours après, je suis viré, on fait l'effet accordéon, machin, je suis complètement ratatiné dans le capital et je mets 10 ans à rembourser 2 000 euros par mois, un truc de toute façon que j'ai perdu en 15 jours. Mais pas l'ombre d'un regret. C'était une décision que j'ai prise à ce moment-là, de la même façon que j'ai pris la décision pour faire grandir la boîte de faire venir des gens qui n'ont pas finalement et pas été ceux que j'aurais dû prendre. Donc, tac, j'ai fait une connerie, je l'assume. Donc voilà, ne jamais rien regretter, je crois que c'est une vraie belle règle. Ok. Et par contre, tirer les leçons pour jamais le refaire, c'est encore mieux. C'est même très important. Ouais. Bah, et moi, j'aime bien aussi ce que tu as dit par rapport à l'égalité. Et puis en France, moi, j'aime bien rappeler la différence entre égalité et équité. Ouais. C'est pas la même chose et parfois, il vaut mieux viser l'équité et se mettre, voilà, chacun avoir des parts peut-être différentes, mais essayer de mettre toujours au même niveau dans le management ou dans les relations qu'on a avec les personnes, mais vraiment toujours avoir la main sur son business et puis après choisir qu'est-ce qu'on délègue ou pas pour toujours garder quand Tu même. sais, moi, j'ai rencontré tous les grands entrepreneurs français depuis 30 ans. Il n'y en a que 2 ou 3 seulement qui ont réussi à plusieurs. Il y a Dubrul et Pélisson chez Accor, que tout le monde citait toujours en exemple. Globalement, ça n'existe pas. Dans une boîte, je suis désolé de dire ça, hein, mais il faut un mec ou une femme charismatique qui entraîne tout le monde, y compris son associé ou ses associés. Mais à un moment, le pouvoir, c'est le pouvoir. Et le pouvoir, il ne s'exerce pas forcément par des actions. Il s'exerce par... tu sais, il y a une différence entre le manager et le leader. Le manager, c'est un type qui, en gros, ou une femme, bien sûr, à qui son patron confie une mission, un objectif et lui donne des moyens et une équipe. Voilà. Il tient sa légitimité, en fait, de son patron. Le leader, c'est un type, en fait, qui tient sa légitimité de son équipe. Et quelque part, en fait, l'entrepreneur doit être un leader et, en fait, les parts importent moins capitalistiques que la capacité, la légitimité à incarner le job, à imposer des choses parfois difficiles, des choses pas toujours acceptables dans une entreprise, etc. Dès lors que tu es en accord avec tes valeurs, je crois qu'en fait, ça, c'est un truc qu'il faut vraiment avoir en tête quand on se lance, quand on choisit des associés. Le pouvoir, au fond, ça ne se partage pas très bien. Même s'il faut donner le pouvoir absolument immense à l'ensemble de ses équipes de prendre des initiatives, celui-là, il faut le partager. Mais pas le pouvoir, au fond, de diriger une boîte au sens leadership. Ouais. Ouais, j'ai une multitude de questions. Enfin, j'aurais une multitude de questions Vas-y. encore sur ce Je vais te sujet, mais noter. là, niveau Pierre, timing. je tente des réponses plus courtes pour que tu aies un maximum de questions. Vas-y. Ah oui, voilà, j'ai d'autres questions que j'aimerais aborder, mais il y en a une, je pense, si on a le temps, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Tu sais, de mon côté, moi, par rapport à ce que j'ai pu observer pour avoir vécu de l'intérieur, et puis pour aborder ça maintenant, on va dire, avec une casquette d'entrepreneur, je vois, selon moi, il y a 3 choses qui sont à développer et qui feront une différence énorme, et surtout dans le monde du travail.
c'est la communication, parce que je pense vraiment qu'il y a parler et il y a communiquer, et ce n'est pas la même chose, l'intelligence émotionnelle et la prise en compte de la notion de développement personnel dans l'entreprise. Bon, bien sûr, il y a la technologie, mais pour moi, ce sera vraiment communication, intelligence émotionnelle, communication. C'est quoi ton avis, toi, sur le sujet? Quand tu dis la com, c'est la capacité de l'entrepreneur à communiquer, sa capacité à Ouais, être un par bon exemple, tu vois, il y a communicant. des outils aujourd'hui, on parle de programmation neurolinguistique, donc la PNL, qui sont des outils pour justement pas parler, mais communiquer, se mettre sur la même Oui, bien ligne de sûr, bien sûr. communication. C'était plutôt dans ce sens-là, tu vois, Ok. savoir comment comprendre la personne et puis comment lui parler pour en tirer le meilleur. Oui, bien sûr. La PNL, c'est pas nouveau, hein. Moi, dans nos stages qu'on crée pour service compris dans les années 80 pour rendre les gens plus serviables, plus à l'écoute, on mettait de la PNL, etc. Non, mais tu as raison. Tu sais, tu dis ça à quelqu'un en fait qui a fait 3500 interventions publiques dans sa vie et du coup moi, je suis extrêmement sensible à ça parce que je m'aperçois en fait, les gens par exemple, tu sais, sont toujours un peu inquiets quand ils m'invitent à faire une conférence. Ils me disent, vous m'enverrez votre PowerPoint avant. Je dis, mais quel PowerPoint? Et là, alors, je leur dis, j'en ai pas. Et là, tu vois l'inquiétude des mecs, mais vous parlez sans slide. Je dis, bah oui, pourquoi? Je dis, bah c'est pas possible. Je dis, bah, si, ça peut exister, on peut le tenter si vous voulez, etc. Non, mais c'est juste un truc intéressant, c'est que les gens aujourd'hui, on est arrivé à un tel degré un peu de mécanisation, de systémisation des modes de communication qu'on oublie que le truc le plus important, c'est ta capacité à convaincre, à écouter. Tu sais, il y a un truc qui m'a beaucoup marqué pendant le confinement, c'est qu'en fait, moi, j'étais crevé à faire ce qu'on est en train de faire ensemble, c'est-à-dire des webinaires et des trucs sur Zoom. J'en pouvais plus en fin de journée, je pense que toi aussi, etc. J'ai pas compris tout de suite, mais j'ai compris quand on recommençait les événements en présentiel, notamment en septembre 2021, surtout pour l'essentiel, que j'étais moins fatigué à aller au bout de la France et à rentrer par les bis du 6 heures du matin et le TGV de 6 heures du matin. Pourquoi? Parce que lorsque j'avais devant moi 50, 200, 2000 personnes, eh bien, j'étais alimenté. C'est-à-dire que sur Zoom, tu donnes de l'énergie, mais personne ne t'en donne. Mais en revanche, quand tu es dans la vraie vie, les gens t'alimentent en énergie. Et là, c'est là que tu es obligé de la capter, cette énergie. Et c'est là que ce que tu évoques sur les capacités d'intelligence émotionnelle, d'intuition. Moi, je crois beaucoup à l'intuition. Enfin, je trouve que c'est une dimension majeure du succès des entrepreneurs de demain. S'ils se basent un peu plus sur leur intuition, un peu moins sur des faits, des facts et des chiffres, alors, il y aura de la data et puis il y aura de l'intuition. C'est un mélange des deux qui va faire la clé du succès demain. Mais je crois comme toi beaucoup, beaucoup à l'urgence pour les entrepreneurs de développer ces qualités personnelles-là qui font à la fin ce que j'évoquais comme la clé numéro un, c'est le charisme. C'est que lorsque tu es capable, quand tu montes sur scène devant tes équipes, en 3 minutes, de prendre le truc et de les tenir et de les accrocher et de les tenir par le cœur et pas par la tête, tu as tout gagné. Mais ça, peu de gens, d'abord, on ne l'apprend jamais en France. S'il y a un truc que les Américains savent faire par cœur, tu ne fais pas d'études aux États-Unis sans devenir un super bon communicant. Pourquoi tous les TEDx du monde qui font 12 millions de trucs, c'est plutôt des anglo-saxons? Parce que nous, on est un peu quand même un peu plus lent sur ces sujets-là, tu vois. Donc c'est vraiment important. Je souscris 1000 fois à ce que tu dis. Ça fait partie des enjeux clés Et c'est là aussi, si je peux aussi me permettre, c'est que tu sais, à partir de 30-35 ans, les fameux hard skills, on a les mêmes que les autres. Et si tu as été un peu meilleur, tu as progressé un peu mieux éventuellement dans les boîtes des autres. Mais celui qui va exploser, qui va finir en gros comme patron d'une magnifique équipe, quelle qu'elle soit, c'est le type qui aura ces éléments que tu évoques. Parce qu'il entraînera les mecs. Toujours pareil, le charisme, la capacité à donner envie de te suivre n'importe où, c'est une clé majeure du succès. Ouais, c'est pour ça que je t'en parle, parce que je pense vraiment que c'est l'une des clés du travail de demain, parce qu'on parle de conflit générationnel. Pour moi, il n'y a pas de conflit générationnel, il y a juste un manque de communication, et puis on n'a pas trouvé encore comment combler les attentes et les besoins de chacun. Et je pense vraiment que les compétences, tu peux l'enseigner à presque n'importe qui, où tu auras toujours du monde qui va toquer au portillon, qui aura cette capacité à qui tu pourras Bien former. sûr. Mais Bien sûr. l'attitude, c'est une autre chose, et ça, je pense que c'est vraiment une démarche personnelle. Et puis, du coup, ça m'amène à la question suivante. Ouais. Juste, moi te dire juste un truc. Je n'ai jamais recruté personne dans aucune de mes boîtes sans me poser une question quasiment systématique. Est-ce que j'aimerais bien partir en vacances avec lui ou avec cette personne? C'est con hein, comme méthode. Mais je n'ai jamais recruté qui que ce soit avec qui j'aurais pas envie de passer un week-end entre potes. C'est limitant peut-être, mais c'est vachement efficace. Ouais, mais il faut se dire que tu passes quand même la journée avec au boulot. Donc, Absolument. tu Absolument. passes peut-être plus de temps avec lui au boulot qu'avec ta compagne ou avec d'autres personnes. Donc, je veux dire, voilà, Absolument. Et ça élimine les gens toxiques et ça, c'est vachement bien. exactement. Et du coup, tu vois, moi aussi, enfin, je voulais te poser cette question-là parce que j'aime rappeler qu'en dessous, la veste du chef d'entreprise, du salarié, du manager, il y a une personne et elle est la somme de tout ce qu'elle a vécu dans sa vie en fin de compte. Et je voulais savoir un petit peu, je sais que tu n'aimes pas le petit peu, donc je voulais savoir quelle place occupe le développement personnel pour toi dans ta vie et en quoi ça a fait une différence? Alors, s'il occupe en termes de lecture très peu,
En termes d'écriture un peu, parce que j'ai quand même écrit 2 bouquins qui finalement sont révélés des bouquins de développement personnel, que sont Ne me dites plus jamais bon courage, autour de la contagion émotionnelle du langage, et Tout va mal, je vais bien, autour plutôt des postures à adopter pour affronter l'adversité avec enthousiasme. J'ai très peu suivi dans ma vie de formation, même quasiment jamais, parce que d'abord, j'en avais pas le temps en tant qu'entrepreneur. Comme j'étais salarié, tu sais, les entrepreneurs sont ceux qui se forment le moins parce qu'ils ont les mains dans le mode. Ils devraient, hein, c'est ceux qui devraient peut-être se former le plus, mais ils sont tellement dans la formation, dans la vraie vie, à gérer si bien l'organisation, la psychologie, la stratégie. Ils se forment sur le terrain. Donc, à titre personnel, je suis un foutu de te dire, elle n'a pas pris du temps dans ma vie. Je n'ai pas consacré du temps au développement personnel, mais j'ai plutôt consacré du temps un petit peu à aider un tout petit peu au développement personnel des autres à travers mes interventions. Quand je fais une intervention sur l'optimisme et que les mecs en ressortent un peu plus gonflés, un peu plus confiants en l'avenir, finalement, c'est moi qui, le temps que je consacre, c'est du temps que je leur donne à eux. Mais moi, je m'en suis assez peu. Tu sais, juste un truc, je pense que là-dessus, j'ai eu, quand je dis que je suis intuitif, moi, j'ai jamais lu un bouquin qui est un bouquin incroyable, qui reste un des best-sellers les plus incroyables du développement personnel, qui est Comment se faire des amis de Dale Carnegie, qui est un bouquin qui est sorti il y a 50 ans et que je pense qu'il reste quasiment aussi vendu que la Bible. Enfin, un truc de fou. Encore aujourd'hui, d'ailleurs, dans le monde entier, même s'il est moins connu que le Why de Simon Sinek aujourd'hui chez les jeunes, mais Dale Carnegie, depuis 40 ans, c'est la Bible pour effectivement développer ses qualités, ses soft skills en fait. Et quand le bouquin Service compris est sorti, tout le monde, alors c'est un bouquin business sur l'expérience cliente, rien à voir. Mais en fait, ce qui était derrière l'expérience client, c'était que de l'humain et la capacité finalement à générer de l'envie de travailler avec toi dans ton entreprise. Et tout le monde m'a dit, vous m'avez fait penser à Dale Carnegie, alors que j'ai jamais lu le bouquin, et que les 2 bouquins étaient extrêmement différents. Donc je crois que quelque part, j'ai un peu eu cette chance de faire intuitivement des trucs qui sont dans les bouquins et de l'avoir ressenti sans trop en lire en fait. Donc quelque part, voilà, j'ai un rapport avec le développement personnel un peu particulier. Ouais. Bon, en tout cas, moi, je suis convaincu que par ton expérience et tout, enfin, comme tu as dit, je fais pas spécialement de développement personnel, mais par contre, j'arrive à le communiquer. Tu parlais aussi d'intuition. Moi, j'ai l'intuition quand même qu'on ne peut pas communiquer du développement personnel, de l'épanouissement si on ne l'est pas soi-même, si on n'est pas aligné. Donc, je pense que par ce que tu as fait, par tes expériences, par les réflexions que tu as pu avoir, les prises de décision, tout a ramené en fait par rapport à un alignement, par rapport à une vision pour que tu puisses transmettre. Et ça tombe bien parce que tu me facilites le travail et tu me fais une super belle transition et je pense que tu dois commencer à la sentir venir aussi. Simon Sinek, si je ne me trompe pas, ça a été un voisin proche, si ce n'est pas ton voisin de palier aux États-Unis. C'est toujours mon voisin de palier à New York. Toujours ton voisin de palier, donc tu dois le sentir venir. Mais du coup, c'est quoi ton c'est quoi ton pourquoi? Qu'est-ce qui te motive à te lever chaque matin? À part me faire plaisir, me dire que finalement, je m'aperçois que j'ai été utile à pas mal de choses auxquelles je ne pensais ne jamais contribuer en fait. Et c'est ça le bonheur de ces énervements successifs sur la qualité de service, sur la dépression française, sur le fait de, pendant le Covid, de cette espèce de peur panique qui s'est emparée de nous tous en disant ça y est, c'est cuit, on se replie sur. Tu sais, je racontais l'autre jour que l'un des trucs qui a le plus marché pendant le confinement, c'était l'achat de portails devant les maisons pour empêcher les gens et le virus de rentrer. Donc des choses comme ça m'ont motivé à écrire un bouquin pour dire il faut absolument qu'on réinvente un pays où on a envie de vivre ensemble plutôt que les uns contre les autres. En ce moment, par exemple, tu vois, je suis frappé de voir que tout ce que je lis montre que les Français sont heureux dans leur vie familiale, mais malheureux ensemble. Je ne sais pas si tu me disais, est-ce que j'aimerais être président de la République? Jamais. Mais j'aimerais que quelqu'un permette de nous rassembler, de nous redonner envie de vivre ensemble plutôt que sur des archipels un peu éloignés les uns des autres. Donc, quelque part, je pense que je réponds mal à ta question, mais fondamentalement, quand même, le principal driver, c'est que je me lève le matin de manière libre et choisie. Ça, c'est un truc indépendante et donc ne pouvant m'en prendre qu'à moi-même si j'étais pas heureux. C'est un bonheur indescriptible. Et je crois que fondamentalement, si je devais répondre à un seul truc, ce qui n'est pas beaucoup très, très valeureux en termes de donner aux autres, là, en te disant, c'est un truc personnel. C'est que je me lève chaque matin en disant, cette journée m'appartient complètement. Et si tu en as plus envie, ben Coco, arrête de nous faire chier et change de vie. C'est quand même un bonheur, mais unique, quoi. Quitte en prendre tous les risques, parce que je te dis, j'ai eu mes hauts et mes bas, j'ai eu, là, je viens de passer un an avec zéro revenu, quand même, parce que quand tu vis à la fois des bouquins de conférences et d'animation et de machin, quand personne ne t'invite nulle part parce qu'il ne se passe rien nulle part pendant un an, bah, tu te dis, bon, bah, j'ai eu un an sans revenu, personne ne s'est occupé de moi, c'est un choix de vie. Mais je ne te parle pas, je dis, je suis vraiment là, je ne suis pas bien, les entrepreneurs ne sont pas aidés, je ne te dis pas ça. Je te dis, bah, c'est ton choix, Coco, ne nous emmerde pas, ou bien redeviens salarié par chez EDF. Et donc, pourquoi pas d'ailleurs, hein, mais l'idée même me déprime.
les EDF. Donc, non, voilà, choisir ta vie et être le seul responsable de tous tes choix du matin, je le répète, c'est un bonheur que très peu de gens ont finalement, mais que je recommande à tout le monde. Ouais. Et comme tu le dis si bien, le bonheur est un choix qu'on fait chaque matin. Absolument. Et du coup, Je tiens, signe ça jusqu'à la fin de mes jours. super. Et c'est bien, tu vois, comme quoi l'intuition, moi j'adore parce qu'à chaque fois que je veux poser une question, généralement la personne elle l'amorce juste avant. Très C'est toi qui es rapidement, intuitif alors, c'est toi l'intuitif. tu dois aussi la sentir venir, mais du coup très rapidement, est-ce que tu as des routines à succès le matin? Enfin des routines des petits rituels comme ça pour te booster ou pour Non, aborder la journée? non, on a tous nos rituels, allumer son PC, prendre un cappuccino, regarder ses mails, regarder un peu les réseaux sociaux, regarder cela. Non, j'ai les mêmes que les autres, mais j'ai une vie qui n'est pas rituelle, parce qu'en fait, si tu veux, quand tu fais 120 voyages par an, minimum d'ailleurs, etc., ma vie, elle est plutôt de me dire, il m'arrive plutôt souvent de me dire, je suis dans un lit, je me dis, attends, je suis où là parce qu'il m'arrive pendant une semaine de coucher dans 3 lits différents, ou 4 lits différents, ou 5 lits différents, et là, je me dis, ouh là, putain, alors là, ah non, là, je suis à Annecy, d'accord, ok, alors non, parce que je pensais être chez moi, et du coup, je ne voyais pas où était la salle de bain, donc c'était un peu bizarre. Non, je ne suis pas du tout un homme de rituel. Par exemple, je ne mange jamais à la même heure. Mon épouse et moi, là-dessus, on a des régimes alimentaires un peu différents. Donc, je l'adore, mais il nous arrive de ne pas manger en même temps ni ensemble, etc. Non, je suis vraiment un mec absolument sans rituel. À part, effectivement, les classiques de me prendre mes 2-3 cappuccinos le matin et de les fabriquer avec bonheur. Non, j'ai très peu de rituels, en fait. Très peu. Je ne suis pas un homme d'habitude du tout, en fait. C'est peut-être une façon de me continuer que ça m'excite de me lever le matin, quoi, peut-être. Ouais, et puis moi j'aime bien rappeler aussi que des fois, après ça dépend des rituels, mais pour ceux qui sont vraiment dans la routine, on a tendance, et puis même neurologiquement, on a tendance à figer nos comportements, nos schémas de pensée. Je pense que c'est une belle attitude, ça, justement, de pouvoir développer sa flexibilité et de pouvoir s'adapter en permanence. Non, en fait, j'ai jamais vraiment réfléchi à ça, mais je t'assure, je crois que j'en ai très peu, en fait. Si Ouais. ce n'est les rituels basiques, hein, d'aller me raser ou de ne pas me raser là, je ne me suis pas rasé ce matin parce que je te voyais toi, que j'avais un peu moins de besoin corporel de me raser. Je me suis Mais pas rasé, autrement, moi. oui, mais moi, quand j'ai pas d'obligation personnelle, publique, même, de toute façon, c'est comme la cravate, hein, ça fait 15 ans que j'en ai plus mise, et c'est heureusement terminé, mais non, j'ai pas de rituel, très peu. Si ce n'est les rituels nécessaires de nos vies, quoi, mais autrement, Ouais. non, très peu. Alors pour terminer, Philippe, je te propose un petit jeu et puis après une dernière question, si tu es d'accord avec ça. T'as dit un petit jeu, mais c'est pas grave. Un petit jeu, ouais, ouais. Alors, le but, là, ça va être de répondre vraiment en quelques mots ou vraiment une phrase ou deux maximum. Il va y avoir quelques points et on va passer assez vite dessus. S'il y avait une devise pour te définir, N'abandonne jamais. ok. Tes plus grandes forces, ce sera lesquelles? La bienveillance. Il en faut plusieurs? Non, la bienveillance. Je crois, tu sais, c'est marrant parce que je suis en train de faire l'émission Connect ta boîte, qui est une émission consacrée pour aider les TPE et les PME à se numériser. Et en fait, ils m'ont choisi ils m'ont proposé de le faire, qui est produite notamment par le ministère des Finances d'ailleurs. Justement, c'est pour aider les TPE et produite par les studios de BFM, Altis, etc. Et en fait, quand ils décrivent l'émission, ils disent c'est un cauchemar en cuisine du numérique, mais bienveillant. Versus, tu sais, l'espèce de fou furieux là, qui insulte tout le monde dans le cauchemar en cuisine. Et en fait, c'est marrant parce qu'on a eu trois épisodes pour le moment. Et ce qui ressort en permanence, c'est Philippe, il est bienveillant. Et c'est marrant parce que je ne sais pas si je le suis, mais c'est ce que les gens disent de moi. En fait, c'est un truc, c'est que j'aime les gens. En fait, c'est très con, mais j'aime les gens et que je pense que ça se ressent. Et je crois que c'est peut-être ça En tout cas, je sais que c'est souvent ce qui émane des gens quand ils parlent de moi. Donc, c'est très prétentieux de te dire que je crois que c'est peut-être ça qui ressort. Voilà. Moi, je dirais que c'est loin d'être con d'aimer les gens. Je pense que c'est au contraire quelque chose dont on a fondamentalement besoin. Et puis, c'est bien parce que ça permet d'inspirer les gens aussi, de voir des gens comme ça. Et puis, on a envie de devenir aussi plus souriant, de devenir aidant parce qu'on a tendance à se refermer sur soi, surtout avec tout ce qui se passe en ce moment. Donc en tout Ouais. cas, c'est une belle qualité. Bienveillant et curieux. Il y a un truc que Ok, mon épouse me reproche tout le temps, c'est mais arrête de poser des questions tout le temps à tout le monde. C'est peut-être ma formation un peu d'animateur et de journaliste aussi. sûrement. Si tu étais un animal, Oula, oh, je déteste ce genre de questions parce que j'en sais rien. ouais, je Un sais, mais c'est pour poisson, ça que un je les poisson. pose. Je suis un poisson, j'adore nager, j'adore l'eau, un poisson. Ok, ton plus Ça grand ne veut rêve. rien dire sur mon caractère, mais un poisson. Tellement bon d'être dans l'eau transparente. Et puis une Seul au bout immensité du à monde. explorer. Exactement, voilà, bien résumé. Pour je dirais comme ça la prochaine fois. Je suis un poisson qui explore le monde. Si tu Exactement. avais ton grand rêve, ce serait quoi? De continuer à lever chaque matin jusqu'à mon dernier souffle, avec le même bonheur qu'aujourd'hui.
Ok. S'il y avait une personne que tu admires et que tu aimerais rencontrer, ce serait qui? Il y en a plein que j'admire. Je me suis souvent dit que j'adorerais passer un moment avec Philippe Stark. C'est un mec brillantissime, j'adore tout ce qu'il fait. Chaque fois que je l'ai écouté, ce type m'a fasciné. Comme il est encore vivant, j'aimerais en profiter parce qu'il y en a plein qui sont morts avec lesquels j'aurais aimé passer un moment. Mais Philippe Stark. Ok. Si tu avais une lampe magique qui te permettait de réaliser 3 vœux, tu ferais lesquels? Découvrir tous les pays du monde que je n'ai jamais encore découvert, en espérant que le Covid ne me l'empêchera pas, parce que ma question de se dire est-ce qu'on est la dernière génération à avoir pu visiter le monde entier sans emmerdement, elle reste d'actualité. Euh, euh, notre 3, il vous en veut 3, il ne m'en faut pas forcément 3 parce que c'est beaucoup ça. Euh, idéalement, que disparaissent du monde les 2 saloperies qui m'ont privé d'abord de mon père et bientôt de ma mère, qui sont Alzheimer et Parkinson. Et une troisième, c'est que, alors tu me diras, c'est très court terme, mais qu'on arrête de vivre des drames comme 30 personnes qui sont mortes avec des enfants hier soir pour vivre la pauvreté du monde et qu'on ne vive plus jamais ce qui s'est passé cette nuit, puisqu'on se parle aujourd'hui, le lendemain de la mort de 30 personnes qui ont juste voulu vivre une vie meilleure que celle qu'ils avaient là où ils étaient. Donc, si ça pouvait s'arrêter, ce serait quand même vachement bien, ça. Ouais. Allez, une petite dernière question. Euh, Parce que là, j'ai un peu plombé l'ambiance, mais bon, tu me demandes des choses, tu me demandes des choses qui feraient que le monde irait mieux, donc en voilà une. Ouais, on va repartir sur une note plus légère pour terminer. Euh, Tu nous as parlé de ton parcours, mais là, un petit peu plus, peut-être personnellement, qui était le jeune Philippe Bloch avant d'entamer tout ça et quels sont les grands enseignements que tu as retenus qui font que tu es là aujourd'hui et que tu es qui tu es? Le jeune Philippe Bloch, c'est-à-dire celui qui était dans sa province dans les années 60-70 et qui se faisait chier dans sa petite ville magnifique de Colmar, où je suis né, où je suis retrouvé récemment avec mon épouse new-yorkaise qui avait dit mais tu m'as dit que tu as détesté cette ville alors que c'est une espèce de merveille médiévale, etc. Et qui globalement, à l'époque, on se faisait chier en province, il faut quand même se reconnaître, dans les années 60-70, et qui tout d'un coup, en fait, a fait l'essai sans trop savoir où il voulait faire de sa vie, mais où il a découvert à l'ESSEC les 2 trucs qui ont fait sa vie, à faire l'esprit d'entreprise et de la communication, puisque c'est drôle, c'est pas drôle, mais il se trouve que j'étais président de la junior entreprise de l'ESSEC, qui est donc quand même le truc d'entrepreneur des ESSEC, et des mardis de l'ESSEC, qui était un cercle où on invitait en fait des personnalités à s'exprimer sur scène, politique, économique, etc. Et donc j'avais déjà 2 pieds en fait à la fois dans l'entrepreneuriat et la communication, mais ça c'était juste une espèce de préparation du petit Philippe Bloch. Et puis après il y a eu New York, qui a été une espèce d'élément dingue, quoi, où j'ai compris que le monde était différent, qu'on pouvait s'ouvrir à d'autres moyens de fonctionner, de penser. Et je pense que c'était surtout ça qui a formaté mon état d'esprit. En fait, on me dit souvent, tu as un esprit un peu anglo-américain. Ouais, un petit peu quand même. Donc, ouais, non, c'est cette partie-là qui a tout changé. Et puis aujourd'hui, j'espère juste être un peu plus un citoyen du monde. Ouais. En tout cas, c'est intéressant ce que tu dis, parce que moi, ma devise, si je devais la donner, c'est il n'y a pas de hasard, il y a seulement des signes. Et c'est Ouais. intéressant dans ce que tu dis par rapport à l'école, par rapport à ton vécu, qu'en fin de compte, tu as toujours été, entre guillemets, prédestiné à aller sur Oui, ce absolument. chemin-là. Et c'est en étant sur ce chemin-là, moi, c'est comme je dis, quand tu es sur ton chemin de vie, si on peut l'appeler comme ça, tout vient à toi, que ce soit les bonnes personnes, les finances, tout. Et bon, apparemment, là, il t'est arrivé ce qui t'est arrivé aussi, peut-être avec les Columbus Café, mais c'est peut-être l'une des plus belles choses qui t'est arrivée pour Mais bien pouvoir sûr. proposer tout ce qui s'est passé derrière. Mais Et bien en tout, sûr. Bien sûr. Tu sais, le seul truc que je crois fondamental, c'est personne ne sait vraiment où il va, mais le chemin apporte peu. Le seul truc, si tu m'as demandé est-ce qu'il y a un bon ou un mauvais management, je te aurais dit non. Non, il y a juste un management en accord avec tes valeurs. Moi, il y a plein de managers que je hais, alors qu'ils ont un succès considérable, mais je hais leurs valeurs humaines, etc. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Et puis, il y a des mecs qui ont pas beaucoup de succès, ni économique, ni financier, mais qui sont en accord avec leurs valeurs, qui donnent envie à leur équipe de les accompagner. C'est comme dans la vie. Dès lors que tu es en accord avec ton valeur et que tu as une espèce d'étoile qui brille et tu ne sais pas comment tu vas y arriver, mais elle t'alimente tous les matins, je trouve que c'est une bonne façon de vivre. ouais. Et si tu avais un petit message à donner, un petit message pour la fin qui fait du bien à tous ceux qui vont regarder cette interview. Ouais, bah, c'est le même que j'ai dit tout le temps, mais c'est un peu celui de Steve Jobs, be foolish, quoi. Et Soyez pour ceux qui fous. ne parlent pas anglais, Soyez fous. Soyez fous, soyez fous, soyez fous. Faites des rêves impossibles. Que des rêves impossibles. C'est les meilleurs moyens d'y aller, quoi. Et vous allez y arriver, quoi. C'est tellement évident. C'est ouais. facile. La vie est belle. Ouais. Et puis surtout, arrêtez de m'emmerder, les jeunes de 18 ans, parce qu'il y a eu 1 an et demi d'arrêt, etc. Ils vont vivre jusqu'à 100 ans. Il y a 80 ans pour réinventer leur vie.
Alors, soyez pas inquiets des quelques mois qui viennent de se passer au prétexte que on vous a pas volé un an de votre vie, il en reste 80 à vivre. Donc, ne vous inquiétez pas. Vous avez un outil qui s'appelle comme ça pour réinventer le monde. 10 euros par mois d'abonnement et changer le monde, quoi. Donc, ne soyez pas inquiets surtout. Ouais. C'était le pape qui disait n'ayez pas peur, comme disait le pape, je ne sais pas lequel. Voilà, c'est mon côté pape. N'ayez pas peur. Merci, Pape Philippe. Merci. Absolument. Pape Philippe II, Philippe Ier. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Il y aurait encore une multitude de questions à poser. Je pense à Elon Musk, tout ça, des personnes qui m'inspirent. Enfin, j'aurais un tas de questions encore à te poser. Bon, en tout cas, pour les personnes qui connaissaient pas Philippe, j'espère que ça vous a apporté aussi des belles clés. J'en profite également pour parler un petit peu de ces bouquins. Vous avez ce livre-là, moi j'aime bien, comme tu le dis, hein, c'est le petit livre orange qui fait du bien. Ne me dites plus jamais bon courage. Vous avez le Tout va mal, je vais bien et le fameux bouquin sur le Covid, ce sera mieux après, sauf si on est trop con. Donc, je vous invite vraiment à faire un petit tour dans tous ces bouquins parce que c'est des pépites, c'est des bouquins qui font du bien, qui amènent à réfléchir. Et il impose rien, mais je pense qu'on a vraiment le choix d'interpréter les choses comme bon nous semble et avec ce qui résonne avec notre vécu et puis avec nos valeurs, notre vision. Et voilà, je vous invite vraiment à aller faire un petit tour parce que c'est des pépites et ça peut changer une vie. Des fois, il y a une citation, une phrase et je pense que tout le monde y trouvera son compte dedans. En tout cas, un grand merci à toi, Philippe. C'était vraiment super. J'ai passé un super moment. Ça fait plaisir. Dès le matin, comme ça met un bon rayon de soleil, ça remplit d'énergie et puis de l'optimisme dans ce monde, je ne vais pas dire de merde, mais en ce moment, dans ce monde qui est compliqué. Donc, un grand merci à toi. Merci Pierre, merci à toi surtout et à ceux qui nous écouteront. Ouais, en tout cas, je te souhaite une très très belle continuation et puis j'espère À bientôt. et puis j'espère à très bientôt. Salut Pierre. Merci Ciao. Philippe. Salut, bye bye.